Bon, je vous propose de commencer tout de suite. Je vais d'abord vous présenter. Donc, je suis Laurent Garnier, je suis un des deux cofondateurs de KPM. Historiquement, KPM, on est une société qui est spécialisée dans les verbatim. J'espère que vous voyez bien les slides aussi. Mais j'imagine que oui. C'est le problème, c'est plus souvent le son que les slides. Mais donc, KPM, on est une entreprise qui s'est spécialisée il y a maintenant 15 ans dans l'analyse des verbatim. On était sans forfanterie les premiers à proposer en France une solution d'analyse de verbatim digne de ce nom. On n'est plus les seuls, très honnêtement, parce qu'il y a au moins 6 ou 7 autres sociétés qui font le même métier que nous, c'est-à-dire qui analysent les verbatim. Après, ce qui est bien ou mal pour nous, c'est qu'ils font un peu tous la même chose et que nous, je pense qu'on est assez différents sur ce métier de l'analyse de verbatim. Donc, on emmène vos verbatim souvent un petit peu plus loin que ce qu'ils font eux. Ce que je veux dire, c'est qu'eux font du traitement purement automatique. Donc, ils ont des capacités de traitement phénoménales. Ils vous traitent 150 000 verbatim dans la ligne. Enfin, c'est des choses assez impressionnantes. On est loin de ça parce que nous, il nous faut 5 semaines pour traiter entre 5 et 10 000 verbatim. On n'est pas du tout dans le même métier. Et surtout pas dans le même rythme. Et forcément pas dans la même profondeur d'analyse. Donc, du coup, notre différence, elle va être là. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, quand je fais des présentations commerciales, de dire qu'on est on a deux énormes tares. C'est qu'on a les plus lents et les plus chers. Ce qui est terrible comme tare, mais c'est la vérité. Après, je vais vous montrer qu'on va certainement un petit peu plus loin aussi dans cette analyse des verbatim. Donc, 15 ans qu'on analyse les verbatim, et ce que je vous dis ici, c'est, voilà, on a cette expertise et on est certainement d'assez loin, je pense, les plus qualitatifs dans cette analyse de verbatim, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, et la façon dont, notamment, on va transformer les verbatim en parcours client. Comment est-ce qu'à partir de ces verbatim, on modélise l'expérience client, et comment est-ce qu'on cherche à améliorer cette expérience client, qui est forcément notre sujet du jeu. Depuis qu'on s'est lancé véritablement dans cette idée de transformer les verbatim en modélisation de parcours client, en modélisation d'expérience client, c'était il y a 6 ans en fait, il y a 6 ans, et depuis 6 ans, on n'a pas chômé, parce que vous voyez, on a réalisé plus de 600 modélisations de parcours client sur les 6 dernières années. Alors vous voyez, pour tout un tas de clients que je vous laisse découvrir ici sur le slide, dans des secteurs d'activité très différents. Enfin, vous voyez, il y a du retail, il y a du transport, il y a de l'assurance, il y a de l'automobile, il y a, enfin bref, il y a plein de différents métiers, il y a de l'énergie, etc. On a fait pas mal de parcours online cross-canal aussi, donc on n'est pas juste dans le parcours retail et du parcours online, on est parfois dans des parcours qui sont plus, qui se rencontrent les uns les autres. Et puis, on est en train de pas mal se développer sur le B2B parce qu'il y a pas mal d'entreprises B2B qui commencent à réfléchir en termes d'expérience client, et même, on verra éventuellement tout à l'heure en expérience collaborateur. Et donc, forcément, c'est des entreprises qui commencent à venir vers nous et on commence à se développer sur plein de secteurs B2B. Voilà, de façon un peu plus jolie, un petit peu une liste de clients. Alors, elle n'est pas complètement à jour, mais enfin, il y a pas mal de clients pour lesquels on travaille. Enfin, ça vous donne une idée des gens pour lesquels on travaille, le type d'entreprise pour lesquelles on travaille. Donc, voilà un petit peu pour qui on a travaillé ces dernières années. Il faut savoir aussi qu'on travaille en 9 langues, donc on n'est pas juste franco-français. En fait, ce travail, la qualité du travail qu'on fait en français, on le fait dans les autres langues que vous voyez ici. Donc, vous voyez, il y a les grandes langues européennes, notamment les langues latines, il y a les grandes langues de l'Europe du Nord, il y a le polonais, il y a le japonais. On est en train de travailler d'arrache-pied sur le chinois, et dès qu'on a fini le chinois, on s'attaquera au russe, mais voilà le programme de développement. Alors, maintenant, je reviens à la vraie question du jour. Et la vraie question du jour, c'est pourquoi est-ce qu'on modélise un parcours client? Et finalement, c'est la question qu'on s'est posée il y a 6 ans. C'est-à-dire qu'il y a 6 ans, on a regardé un peu ce qui se faisait à droite et à gauche avant de se lancer dans cette idée de modéliser des parcours clients à partir des verbatim. Et on s'est posé plein de questions. Et en fait, la première question la première démarche qu'on a eue il y a 6 ans, c'est d'aller tout simplement sur Internet, et j'ai encore refait cette démarche hier, pas plus tard qu'hier, où j'ai tapé modélisation du parcours client dans Google. Puis après, une fois que j'avais tapé ça, je suis allé dans Images, et quand j'ai tapé Images, voilà ce que j'ai vu. C'est-à-dire, c'était déjà ce qu'on avait vu il y a 6 ans, c'est ce que j'ai encore revu hier en faisant cette démonstration pour l'actualiser, etc. C'est-à-dire que vous tapez là-dedans et vous voyez mes pléthores de parcours clients, c'est juste absolument impressionnant. Vous voyez des parcours clients dans tous les sens. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça, c'est la première page de Google. Vous scrollez un petit peu, vous avez ça, encore d'autres parcours, vous scrollez encore, et toujours sur cette première page, et vous avez encore ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des centaines et des centaines de façons de faire des parcours clients. Avec, vous voyez, tous les designs imaginables, certainement toutes les méthodologies, des méthodologies très différentes, et forcément, avec forcément des plus et des moins. Et forcément, nous, il y a 6 ans,
quand on se lance là-dessus, il y a déjà beaucoup de choses en fait, qui sont faites, notamment dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis et en Angleterre, qui ont un petit temps d'avance sur la France sur ce sujet-là. Et on voit qu'il y a effectivement, je vous dis, tous ces designs de parcours client. Et on se dit, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, un parcours client a de la valeur? Et c'est un petit peu le sujet du jour aujourd'hui, et c'est à ça auquel on va essayer de répondre aujourd'hui. C'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment, un parcours client est fiable, il y a de la valeur et qui permet à l'entreprise de travailler et de progresser. Et ben, on est arrivé à, après cette exploration, qui je vous dis, on a épluché mais des dizaines, des centaines de parcours clients pour finalement arriver à ces 5 critères clés qui nous paraissent extraordinairement importants. Le premier, il nous paraît absolument déterminant que le parcours client soit établi selon le point de vue du client. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'en fait, on s'aperçoit que beaucoup d'entreprises, et finalement, vous voyez, malgré nos 600 modélisations, notre plus gros concurrent, c'est vous. C'est vous qui êtes dans une entreprise et c'est vous, quand vous prenez la décision de vous mettre dans une salle tous ensemble et de commencer à vous annexer un mur de la salle et vous commencez à coller des post-it partout sur le mur avec la contribution de tous et de chacun là-dedans. Et on a des post-it qui s'accumulent et c'est des scènes qu'on a vues dans je ne sais combien d'entreprises. Voilà. Quelle est la valeur de ça, honnêtement? Ça a une valeur de mobilisation indiscutable. C'est-à-dire que quand on met plusieurs services, que chacun apporte sa pierre à l'édifice de ce parcours client, forcément, ça mobilise de l'interne. Donc, c'est une très bonne. Ça, je pense que c'est la grande vertu de cette démarche. Par contre, la plupart du temps, il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres. La plupart du temps, s'il y a des chiffres, c'est des chiffres qui viennent de différentes études, donc qui sont très difficilement réconciliables les uns avec les autres. Et puis surtout, ça a un énorme biais, c'est que c'est le point de vue de l'entreprise sur ce qu'on pense que vit le client. Donc, c'est la vue de l'interne sur ce que l'interne pense que vit le client, et c'est absolument pas le point de vue du client en direct. Donc forcément, on s'est très vite rendu compte, nous, qu'il fallait être le plus possible en prise directe avec l'opinion du client. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième critère qui nous a paru important, il ne faut pas que ce soit une cartographie de processus interne. Ne confondons pas parcours client et cartographie de processus interne. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ce qui nous intéresse dans une démarche d'expérience client, c'est finalement de comprendre quels sont les 4 ou 5 chantiers sur lesquels on va travailler cette année. Il y a une notion de priorisation qui est extraordinairement importante. On ne peut pas travailler 20 chantiers en même temps. Vous ne pouvez pas demander à vos équipes de travailler sur 20 choses en même temps, c'est impossible. C'est la recette pour un désastre. Recipe for disaster, mais c'est exactement ça. Donc, il faut sélectionner ces combats. Et les combats, on voit avec l'expérience qu'on peut avoir maintenant, c'est des entreprises qui progressent beaucoup en matière d'expérience client, c'est des entreprises qui circonscrivent leur chantier à 4 ou 5 dans l'année et qui travaillent d'arrache-pied sur ces 4 ou 5 chantiers. Donc, tout est affaire de priorisation ici. Donc, priorisation, à la fin, ça veut dire autant demander tout de suite au client ce que lui, sa propre priorisation. Et finalement, quand on va interroger un client et qu'on va lui dire qu'est-ce qu'il retient d'une expérience donnée avec l'entreprise, soit parce qu'il vient de contacter son service client, soit parce qu'il vient de recevoir une livraison, soit parce qu'il vient de passer en boutique, etc. Quel que soit le moment de l'interaction, quand on lui demande ce qu'il retient de cette interaction, eh ben on va travailler sur ce que le client retient en positif ou en négatif de l'interaction qu'il vient d'avoir. Donc finalement, on ne décortique pas son processus, on ne lui demande pas de décortiquer son processus, on lui demande de nous dire ce qui était marquant pour lui. Et de ce qui est marquant pour chacun des clients, on arrivera à voir ce qui est marquant collectivement et ce sur quoi il faut travailler. Donc partons des priorités des clients pour arriver aux priorités de nos travaux. Et pour partir des priorités des clients, on n'a pas besoin de découper exactement son processus, tout le processus qu'il a vécu. On n'a pas besoin de savoir qu'il était là, on lui a répondu oui, il est passé là, etc. Ça, on s'en fiche. Parfois, on en aura besoin, mais dans un second temps, après avoir déterminé les priorités, parce qu'il y a peut-être des priorités qui relèvent de l'amélioration de certains processus. Mais mettre à plat tous les processus, c'est incroyablement chronophage. Ça prend beaucoup de temps. C'est très fastidieux et c'est malheureusement pas très souvent utile. En tout cas, c'est pas forcément, ça ne correspond pas au priorité. Troisième critère clé pour nous d'un bon parcours client, c'est qu'il faut que ce soit très précis dans l'identification des différents touchpoints. Ce qu'on veut dire par là, c'est que si ça n'est pas assez précis, on ne peut pas travailler. Si la maille est trop grosse sur un parcours client, eh ben, on ne peut pas travailler derrière. Je vais vous donner un exemple. On a beaucoup travaillé dans l'automobile et pour différentes marques. Et en fait, un des points communs qu'il y a entre toutes les études qu'on a pu faire dans l'automobile, sur ce qu'on appelle le parcours VM, c'est-à-dire le parcours d'achat d'un véhicule neuf, on s'est aperçu que ces clients qui ont acheté un véhicule neuf, en fait, ils sont souvent interrogés 3 à 4 semaines après avoir
collecter leur véhicule, après avoir, une fois qu'ils ont été livrés de leur nouvelle voiture. Donc, quand on les interroge 3 semaines après, en fait, c'est souvent un processus qui a commencé 2 ou 3 mois avant. Donc, globalement, c'est-à-dire qu'on les interroge sur un processus qui a commencé 3 ou 4 mois avant. Ce qui est spectaculaire quand on leur parle de ça dans l'automobile, c'est que selon les marques, mais tout systématiquement, entre 50 et 60% des clients vous parlent, dans ce qu'ils ont retenu de ce processus, vous parlent des 2 premières minutes qu'ils ont passées en concession. Ces 2 premières minutes sont absolument déterminantes dans la capacité à acheter ou non un véhicule dans la concession dans laquelle ils étaient. Donc, quand on comprend l'impact de ces 2 minutes sur la décision d'achat finale du client, on se dit qu'il faut vraiment les travailler. Et si vous n'avez qu'une maille rose du genre j'ai été bien ou mal accueilli, eh ben, vous ne pouvez pas la travailler, parce que vous savez juste que le client a été bien ou mal accueilli, et vous ne savez pas qu'est-ce qui fait que quand il est bien accueilli, ça marche très bien, ou qu'est-ce qui fait que quand il est mal accueilli, c'est particulièrement frustrant pour lui. Et ben, du coup, c'est là où il faut avoir une maille plus fine. Et en fait, le travail qu'on va faire, nous, c'est d'avoir des mailles beaucoup plus fines sur l'accueil. Par exemple, quand on voit qu'on a un touchpoint qui est aussi important, qui est commenté par 10, 50 à 60% des clients, on a forcément du détail, et le détail est dans les verbatims. Et donc, du coup, on va être capable de distinguer différentes façons d'accueillir. Est-ce que accueillir un client en concession, c'est de faire en sorte que la personne qui est derrière son pupitre sorte de son pupitre et aille au-devant du client, ce qui est toujours très apprécié par le client. Ça, c'est une première façon d'accueillir. Deuxième façon d'accueillir, c'est quand le client arrive, c'est tout de suite de proposer est-ce que vous voulez une boisson chaude ou fraîche selon la saison, etc. Et puis pas juste du café, parce qu'ils en ont marre du café, mais du café ou du thé ou autre chose. Et puis, est-ce que c'est de l'eau ou de l'eau pétillante ou des sodas en été, etc. Ça, c'est une deuxième façon d'accueillir. Une troisième façon d'accueillir, c'est de tout de suite de s'assurer que s'il doit attendre, il attend dans un endroit très confortable, avec un accès Wi-Fi extrêmement facilité, avec un code Wi-Fi inexistant ou très facile à faire et qu'on lui propose spontanément. Une autre façon d'accueillir, ça, par exemple, ça va être de lui dire bonjour Monsieur Garnier, j'arrive en concession. Si la personne en face est capable de me dire bonjour Monsieur Garnier, j'ai tendance à être un petit peu bloqué. Mieux encore, est-ce que c'est la capacité d'une concession automobile à faire en sorte que quand j'arrive en concession, tout le monde dans la concession est capable, quand il me croit, de me dire bonjour Monsieur Garnier, ce qui est absolument étourdissant pour moi en tant que client. Et ça, c'est des techniques en fait qu'on a vues qui viennent de l'hôtellerie de luxe, ou dans l'hôtellerie de luxe. En fait, la veille au soir, on fait passer un trombinoscope de tous les clients qui seront dans l'hôtel le lendemain, avec la photo du client, son nom. On passe ça à tous les employés, et comme ça, tous les employés savent que M. Garnier arrive à 14h dans l'automobile, il arrive à 14h, et donc ils savent tous à 14h ils savent tous reconnaître M. Garnier parce qu'ils ont le trombinoscope et l'heure d'arrivée de M. Garnier. Et on est capable de faire ça. Ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, voilà 5 façons différentes d'accueillir un client, 5 façons qui n'ont pas forcément le même impact, qui demandent forcément de l'organisation derrière, et du temps passé, et forcément du budget, etc., etc. Mais il y en a une qui est plus efficace que les autres, laquelle? Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Et c'est dans ce niveau de détail qu'on va construire des expériences clients qui sont fines, précises et détaillées. Ce que je veux dire, c'est que la finesse d'identification du touchpoint du parcours, c'est la finesse du plan d'action. Et la finesse du plan d'action, c'est forcément l'idée que vous dépensez vos budgets de façon la plus efficace. Quatrième critère, c'est l'idée de quantification. Ce que je veux dire, c'est qu'un parcours client qui n'est pas quantifié n'a aucune valeur. Je le répète, un parcours quantifié un parcours client qui n'est pas quantifié n'a aucune valeur. S'il n'y a pas de chiffre, valeur zéro. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a vu plein de parcours qui sont très qualitatifs, avec plein de choses, etc., plein de détails, etc. Il n'y a pas un chiffre. S'il n'y a pas un chiffre, ça présente 2 énormes écueils. Premier écueil, c'est que vous êtes incapable de prioriser. C'est-à-dire que quand vous avez beau mettre à plat des choses, avec plein d'éléments, etc., très détaillés, etc., s'il n'y a pas de chiffre, vous ne pouvez pas quantifier. Vous ne pouvez pas faire émerger les 4 ou 5 actions prioritaires sur lesquelles vous devez travailler. Donc ça, c'est la première chose. C'est absolument déterminant. Et puis deuxième écueil, c'est que si ce n'est pas quantifié, vous êtes incapable de montrer à votre codir que vous avez fait faire des progrès à cette expérience client, que cette expérience client va dans le bon sens, que ce que vous avez mis, les actions que vous avez mises en place, les chantiers que vous avez choisis, les chantiers que vous avez travaillé, sur lesquels vous avez mobilisé les énergies, eh bien, on a vu des progrès. Et donc, forcément, je veux dire, si ce n'est pas quantifié, vous ne pouvez pas montrer les progrès, et donc, du coup, l'année d'après, c'est extrêmement compliqué d'aller chercher les budgets nécessaires pour mettre tout ça en place. Donc, il faut que ce soit quantifié. Si ce n'est pas quantifié, valeur zéro. 5e critère, il faut que ça permette de dégager des priorités d'action claires, limpides. Ce que je veux dire, c'est que, bien sûr que la quantification aide à ça, mais au-delà de la quantification, il faut que les priorités d'action soient extrêmement claires, presque indiscutables.
Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que l'expérience nous montre qu'il n'y a pas un sujet plus transverse finalement dans les entreprises que l'expérience client. Ça touche tous les départements. Et nous, on voit bien, expérience après expérience, à quel point, quand on fait des restitutions, ça concerne tout le monde. J'étais hier dans une entreprise dans laquelle il y avait à la fois des gens du marketing, des gens des opérationnels présentation félicien. Voilà. Il y avait des gens de l'innovation, il y avait des gens du marketing, il y avait des opérationnels du retail, il y avait des gens de la formation, il y avait des gens des RH, il y avait etc. Tout le monde était là. Ce qui est intéressant, c'est que, et c'est pareil dans un codir, ce que je veux dire, c'est que l'expérience client étant le sujet le plus transverse, quand vous allez dire, voilà les 4 ou 5 priorités d'action sur lesquelles on voudrait travailler cette année, ça concerne tout le monde autour de la table du codir. Or, mettre un codir d'accord sur 4 ou 5 actions, c'est toujours quelque chose de compliqué. Donc, il faut que les priorités d'action qui sortent de votre analyse soient indiscutables. Il faut que ce soit indiscutable pour que tout le monde au codir s'aligne autour de ça. C'est l'autre critère. Donc voilà ce qui nous a paru être comme vraiment les 5 critères déterminants qui font qu'à un moment, si on veut qu'un parcours client ait de la valeur, il faut qu'il tope ces 5 critères-là. S'il ne les tope pas, eh ben, c'est très difficile de travailler et c'est très difficile de faire progresser l'entreprise et de mobiliser l'entreprise autour de ces 5 actions. Autour de ces 5 choses, mais surtout autour de l'idée d'améliorer l'expérience. J'espère que c'est clair. Je ne sais pas si vous avez éventuellement des questions. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les formuler via le chat. Mais voilà un petit peu là où notre réflexion nous avait mené à l'époque. Donc il y a 6 ans. Et donc c'est à ces 5 critères qui nous paraissent déterminants qu'on s'est attaqué dans notre méthodologie. Alors maintenant, j'en viens à comment est-ce que nous, chez KPL, on va travailler tout ça. Je vais prendre un exemple très simple, qui est l'idée qu'on interroge un client après une interaction avec une entreprise X, que ce soit par exemple, il est passé en boutique ou il a eu une interaction avec le service client, ou il vient de recevoir une commande, ou il vient de passer une commande, etc. L'entreprise lui envoie l'enquête 24 heures après, par exemple, et lui demande, quand vous pensez à l'expérience que vous venez d'avoir avec le service client en boutique, etc., quelle note vous donnez à cette expérience? Et surtout, au-delà de la note, pourquoi vous avez donné cette note? Qui est globalement la chose qu'on connaît très bien dans les enquêtes NPS, les enquêtes à chaud, ou même parfois des enquêtes à froid qu'on peut avoir. Du coup, par rapport à ça, par rapport à cette manière, on va prendre le cas d'un client très satisfait. C'est-à-dire quand on lui demande est-ce qu'il est satisfait, il dit oui, et il met 10 sur 10. Et quand on lui demande pourquoi est-ce qu'il est 10 sur 10, ben, il dit je vous mets 10 sur 10 pour 3 raisons, c'est-à-dire pour raison 1, pour raison 2 et raison 3. Ce client a 3 raisons d'être absolument satisfait, enchanté de ce qu'il a donné. Ça, c'est la matière première que vous connaissez tous et que nous, on a l'habitude de travailler. Par rapport à cette matière première, je vais vous expliquer, on fait deux choses, à la base, on fait 2 choses très bien qui viennent de notre expertise en analyse de verbatim. Première chose qu'on sait très bien faire, c'est qu'on sait identifier toutes les raisons qui sont contenues dans ces verbatim, c'est-à-dire toutes les thématiques qui sont contenues dans ces verbatim. La raison 1, la raison 2, la raison 3, bien sûr. Et ça, les gens qui font de l'automatique le font assez bien. Mais là, on va beaucoup plus loin, c'est que nous, on n'est pas dans le processus automatique là-dessus, il y a beaucoup d'interventions humaines, et donc il y a dans un travail d'identification des thématiques, on va être intéressé pas juste par la raison principale, mais on est intéressé par les sous-raisons, voire les sous-raisons qu'il peut y avoir derrière cette raison 1, cette raison 2 et cette raison 3. Bref, chez nous, ce n'est pas des mots-clés, c'est chaque mot qui a été exprimé par vos clients dans leur verbatim qui sont pris en compte et qui, finalement, vont nous permettre de faire émerger les thématiques. L'intérêt de ça, c'est que là où des solutions purement automatiques, qui, je vous dis, ont des puissances de traitement phénoménales qu'on n'a absolument pas, etc. Mais si vous analysez 150 000 verbatim dans la nuit, globalement, vous comprenez bien qu'il y a une démarche de gros qu'on n'a pas ici. Donc là où des solutions automatiques vous font émerger une quarantaine de thématiques, nous, parce qu'il y a beaucoup d'interventions humaines, on va faire émerger, mais très régulièrement, entre 120 et 150 thématiques. Alors vous dites, mais qu'est-ce que je fais de 120 ou 150 thématiques? Je veux dire, c'est clair. Et l'important, c'est très important, et je vais vous montrer ça derrière, c'est que plus on est fin dans l'identification des thématiques, plus on sera fin dans l'identification des touchpoints du parcours, et après, c'est simple, plus on est fin dans l'identification des touchpoints du parcours, plus on sera fin dans le plan d'action. Donc la finesse des thématiques, c'est la finesse des plans d'action. Et c'est ça qui est important, et c'est ce que je vous disais un petit peu sur la finesse d'identification des touchpoints dans le secteur automobile, par exemple. Ça, c'est la première chose qu'on sait très bien faire. La deuxième chose qu'on sait très bien faire, c'est que ce client qui vous donne 10 sur 10 pour raison 1, raison 2, raison 3, nous, ça fait très, très, très longtemps
qu'on s'est rendu compte chez KPM que forcément les 3 raisons n'étaient pas sur un même plan dans la tête des clients. Ce que je veux dire, c'est que il vous donne 10 sur 10 pour 3 raisons, mais il y a forcément une des 3 raisons qui est vraiment déterminante dans son 10 sur 10. Il y a une des 3 raisons qui est vraiment la raison fondamentale de son 10 sur 10. Il y en a une qui porte l'effet Wallon, je dirais. Et donc, il y a force. Voilà. Et donc, du coup, par exemple, dans le cas du verbatim que je viens de vous donner, dans l'exemple que je vous donnais, par exemple, on va se rendre compte que c'est la raison 2 qui est la vraie raison de l'effet Wallon. Et qu'à l'évidence, les raisons 1 et 3 sont des raisons un petit peu moins fondamentales. Je vous donne un exemple. Ça nous est arrivé de travailler dans plusieurs exemples de retail, où forcément il y a un client qui va dire je donne 10 sur 10 parce que, 1, je trouve que le magasin est extrêmement agréable et lumineux. 2, le vendeur m'a extrêmement bien conseillé. J'étais parti pour acheter quelque chose de la gamme au-dessus, et puis finalement, grâce à ses conseils, j'ai acheté moins cher et plus adapté à mes besoins. Donc merci beaucoup. Et 3, et en plus, j'ai pas attendu à la caisse. Et vous vous rendez bien compte, rien qu'à l'énoncé de ça, que la vraie raison du 10 sur 10, elle est forcément sur la raison 2. C'est la raison 2 qui fonde vraiment le 10 sur 10 de ce client, ce qui fonde l'effet Wallon. Et bien ça, c'est très important, parce que si vous mettez les 3 raisons sur un même plan, vous vous plantez. Et vous accordez la même importance à des choses qui n'ont absolument pas le même poids dans la tête de vos clients. C'est ce qu'on arrive à faire. Et ça nous permet quoi? Vous comprenez bien qu'en fait, on arrive à repérer, si vous voulez, grâce à la syntaxe, on arrive à repérer les intensités de discours. En fait, c'est nous, notre point fort, c'est qu'on arrive à comprendre ce que c'est la raison 2, parce que la façon dont la raison 2 est phrasée, la syntaxe qui est utilisée par la raison 2, démontre chez l'individu qui s'exprime des niveaux d'intensité dans le discours qui sont très supérieurs sur la raison 2 par rapport à l'intensité qu'il a sur les raisons 1 et 3. Donc, on est capable de capter les intensités de discours. Ça marche pour le 10 sur 10, ça marche pour le 2 sur 10. Vous comprenez bien, quand il vous fait, il y a 5 raisons d'être absolument furieux, il y en a une qui est beaucoup plus importante que les autres, et c'est ça qu'on va être capable de repérer aussi. Bref, ça nous permet d'aller au-delà de l'occurrence. Et cette notion d'intensité nous permet d'aller au-delà de l'occurrence, c'est-à-dire que ça nous permet d'aller au-delà du simple comptage de l'occurrence des idées. Parce que si vous n'avez que l'occurrence, vous êtes coincé. Vous êtes coincé parce que vous pensez toujours que votre priorité d'action, c'est la thématique qui est le plus souvent abordée par vos clients. Et c'est pas vrai. C'est pas parce qu'une thématique est très souvent abordée par vos clients qu'elle doit être nécessairement votre priorité d'action. C'est comme ça. C'est pas parce qu'il l'énonce très souvent que c'est là-dessus qu'il faut agir en priorité. Et au contraire, c'est pas parce qu'il s'exprime très peu souvent sur tel ou tel sujet que ces sujets n'ont pas de valeur. Qu'il n'y a pas là une best practice qui a beaucoup d'intérêt, qu'on pourrait beaucoup plus déployer qu'elle n'est aujourd'hui, ou un signal faible qui est porteur de quelque chose dans l'avenir et sur lequel il est peut-être intéressant de s'ancrer tout de suite. Donc, l'occurrence ne peut pas être le seul juge de paix. On n'est pas fou. Quelque chose qui est énoncé par 50% des clients a forcément plus de poids que quelque chose qui est annoncé par 5% des clients, bien évidemment. Mais, c'est ce que je vais vous montrer après, l'occurrence n'est pas le seul juge de paix, et je vais vous donner des exemples là-dessus. Donc, du coup, vous comprenez bien qu'une fois qu'on a identifié notre touchpoint de façon très précise, une fois qu'on a des mesures d'occurrence qui sont d'une fiabilité totale, parce qu'elles sont faites au mot près, donc il n'y a pas plus fiable et plus certain que ça, une fois qu'on a repéré les intensités de discours sur le discours des promoteurs, ou au contraire les intensités de discours sur le discours des détracteurs, par exemple, eh ben, on est très armé finalement pour modéliser un parcours client. Alors, voilà à quoi ça ressemble, un parcours client. Voilà à quoi ça ressemble chez nous. Je pourrais peut-être vous en montrer un physiquement. Je vais vous en montrer un physiquement. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Pour ceux qui l'ont jamais vu, je vais vous montrer ça. J'en prends un. Voilà physiquement, je vais vous préparer ça. Voilà. Et voilà à quoi ressemble un parcours client chez nous. Alors je vais peut-être passer dans le mauvais sens. Voilà. Ça part de là, voilà, et ça fait ça. Donc c'est un. J'ai certains clients qui appellent ça le parchemin, d'autres le papyrus, d'autres la frise, etc. Mais voilà à quoi ressemble un parcours client chez nous. Voilà à quoi ça ressemble une représentation plus digitale. Alors, qu'est-ce que vous avez dans les yeux? Ce que vous avez dans les yeux, c'est typiquement un parcours client type chez nous. Vous voyez que en haut, vous avez tous ce que je souligne ici en haut, les petites phrases ici, en fait, c'est le libellé des touchpoints, de tous les touchpoints qu'on a pu identifier, qui sont souvent phrasés dans une alternative positive-négative. Alors, du coup, c'est il y a de l'espace ou il n'y a pas d'espace pour circuler, j'attends pas la quête, enfin, ouais, des choses comme ça. Donc les touchpoints sont phrasés dans une alternative positive-négative. Une fois qu'on a ordonné ça dans un ordre chronologique, parfois c'est un ordre chronologico-thématico, je dirais, on arrive toujours à trouver un sens logique dans l'organisation du touchpoint du parcours.
Une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va utiliser les éléments de quantification. Parce que comme on travaille souvent sur des milliers de dérivatives, forcément, quand on travaille sur des milliers de dérivatives, vous avez forcément des données quantiques. Alors, première donnée quantique que vous voyez, ce sont les bulles bleu ciel que vous voyez ici en bas. Les bulles bleu ciel, c'est les pourcentages d'occurrence. Donc, c'est le pourcentage des clients qui s'expriment spontanément dans leur dérivative sur le touchpoint en question. Donc, les occurrences sont bien sûr plus de 100%, parce que comme ils s'expriment souvent sur, en moyenne, 2, 3, 4 touchpoints, ça dépend souvent autour de 3 touchpoints, et ben c'est pour ça qu'on est forcément au-dessus de 100% des points. Donc, les bulles d'occurrence, c'est du pourcentage de clients qui s'expriment. Pour l'instant, on s'en fiche, mais en bien ou en mal, je vous dis, on va revenir dessus, et qui s'exprime, c'est le volume de discours du nombre de clients qui s'expriment sur le touchpoint en question. Donc, vous voyez que c'est des touchpoints qui sont très, très commentés. Ici, 57,4, ici 48,9, et puis d'autres qui sont beaucoup moins commentés, 1 ou 2%. Et on va voir que l'occurrence, étant pas le seul juge de paix, il peut y avoir des choses intéressantes. Deuxième chose que vous voyez des barres bleues. Les barres bleues, c'est un travail très spécifique qu'on fait. Pour les barres bleues, on va isoler les dérivatives des clients promoteurs. Donc les clients qui ont mis 9 ou 10 sur 10 à l'enquête de satisfaction, donc les clients les plus satisfaits de l'entreprise. Et on regarde de quoi, en isolant ces dérivatives des clients promoteurs, on regarde de quoi ces clients promoteurs parlent. De quoi ils parlent, c'est aussi simple que c'est là où il y a des barres bleues. Le discours des promoteurs, c'est là où sont les barres bleues. Mais au-delà de ce dont ils parlent, ce qui nous intéresse, c'est l'intensité avec laquelle ils nous parlent de ces différents moments. Vous vous rappelez la notion d'intensité dont je vous parlais sur raison 1, raison 2, raison 3, et la raison 2 qui était la vraie raison, la raison qui était exprimée avec le plus d'intensité. Ben, c'est ce qu'on retrouve ici. Vous voyez bien qu'il y a des barres bleues qui montent au ciel, et il y a des barres bleues qui, je dirais, sont plus timides, restent à quai. Bon. Ben, les barres bleues qui montent au ciel, c'est ces raisons 2, finalement, symboliquement. C'est ces raisons qui sont exprimées avec beaucoup d'implication, avec beaucoup d'intensité dans le discours des clients. Finalement, la barre bleue, c'est une mesure de l'effet wallon. C'est-à-dire que c'est une mesure de l'impact qu'a le très bon traitement du touchpoint auprès des clients. Il y a des choses qui provoquent vraiment des discours extraordinairement impliqués. Les clients nous parlent avec des très beaux dans la voix. C'est ces barres bleues qui montent au ciel. Puis des choses qui sont moins importantes dans leurs yeux, dont ils parlent avec beaucoup moins d'enthousiasme. Même s'ils les mentionnent comme étant l'une des raisons du 10 sur 10, mais c'est jamais les vraies raisons du 10 sur 10 en fait. C'est jamais les raisons majeures des 10 sur 10. Donc, barre bleue, finalement, vous comprenez bien, c'est une pure notion d'intensité de discours, et ça permet de comprendre où sont les effets waouh quand on est très bon à traiter le touchpoint. Donc forcément, on comprend bien que plus les barres bleues montent haut, plus c'est là qu'il va falloir se greffer, parce que c'est là que ça se passe. Pour les barres rouges, là, je pense que vous l'avez déjà anticipé, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on a isolé les dérivatives des clients détracteurs, ceux qui ont mis une sale note, donc dans les logiques NPS, ceux qui ont mis entre 0 et 6, et on regarde de quoi ces clients détracteurs parlent. De quoi ils parlent? C'est là où il y a des barres rouges. Et ce qui nous intéresse, c'est au-delà de ce dont ils parlent, c'est avec quelle intensité ils nous parlent de ces différents moments. Et forcément, on voit bien qu'il y a des moments où les barres rouges tombent très bas et d'autres où les barres rouges sont plus mesurées. Plus la barre rouge tombe bas, vous avez compris, plus ça veut dire que le client est frustré sur ce moment-là. C'est-à-dire que quand on se rate sur l'interaction, quand l'entreprise n'a pas été bonne sur l'interaction, c'est quel niveau de frustration ça engendre chez le client. Et bien c'est ce que montre la profondeur de la barre rouge. Et donc forcément aussi, vous comprenez bien que les barres rouges profondes, c'est les barres rouges qui sont extraordinairement destructrices de satisfaction, donc forcément il faut y prêter attention. Et puis dernier élément de quantification, le plus discret, mais le plus important de tous pourtant, c'est ce petit bonhomme jaune que vous voyez apparaître sur chacune des barres. Et le petit bonhomme jaune, c'est très discret, mais c'est forcément l'élément premier qu'on doit regarder quand on regarde un parcours chez nous. Parce que le bonhomme jaune, c'est le barycentre du discours des clients sur chaque touchpoint. De façon un peu technique, je dirais que le bonhomme jaune, c'est la moyenne entre le nombre de promoteurs qui s'expriment sur ce touchpoint matinée de leur intensité de discours, plus le nombre de neutres. On a parlé de promoteurs et de détracteurs, on avait oublié les neutres. Mais non, les neutres, ils sont là, ils sont comptés, bien sûr dans l'occurrence, et ils sont comptés dans le bonhomme. Donc, c'est aussi le nombre de neutres et leur intensité de discours. Et forcément, c'est aussi le nombre de détracteurs qui s'expriment toujours sur ce touchpoint et leur intensité de discours. Donc, promoteurs, leur intensité de discours, neutres, leur intensité de discours, détracteurs et leur intensité de discours, tous ceux qui s'expriment sur le touchpoint en question, qu'est-ce que ça donne, le bonhomme? L'ensemble donne le bonhomme, c'est-à-dire la moyenne, le barycentre, finalement la performance à date de l'entreprise sur le touchpoint en question. Donc, on ne se trompe pas, on est parfois sur des bleus qui montent au ciel, hein, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qui est le plus important, c'est de voir où est la position du bonhomme. Et vous voyez, par exemple, sur le 48,9, d'occurrence, la grosse boule bleue, on voit les barres bleues qui vont très 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 haut, on se dit tout va bien. Non, tout va pas pénétrer. Tout va pas pénétrer du tout, parce que le bonhomme est en rouge, ce qui veut dire qu'en moyenne, on est libre, l'entreprise n'est pas bonne à livrer sur ce touchpoint, etc. Même si, des fois où elle livre,
nouvelle vie, elle est très 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 bonne, et surtout ça a beaucoup d'impact sur nous. J'espère que c'est clair sur ces indicateurs, parce qu'après, je vais vous montrer comment, à partir de ces indicateurs, on arrive à dégager les priorités d'action, les fameuses priorités d'action dont je vous parlais au tout début de ce, webinaire. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat, qu'on vous réponde, mais voilà un petit peu du coup je reprendrai ça à la fin du webinaire, mais voilà un petit peu la façon dont on modélise. Donc maintenant que c'est modélisé, je vais vous montrer comment est-ce qu'on priorise. Et pour vous montrer comment est-ce qu'on priorise, je vais passer 4 cas de figure qu'on a l'habitude de rencontrer dans ces études, dans ces modélisations. Ce sont 4 cas de figure qui nous permettent grandement de comprendre où est-ce que ça se passe et où sont les faire émerger les 4 chantiers sur lesquels on va travailler cette année. Premier cas de figure, c'est ce cas de figure. Vous voyez, on est sur une énorme bulle d'occurrence, 57,4. C'est le touchpoint le plus commenté de ce parcours. Mais par contre, alors du coup, sur la base de ces occurrences, on se dit, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et puis finalement, on s'aperçoit que quand on voit la petitesse de la barre bleue et la petitesse de la barre rouge, on se rend compte de quoi? On se rend compte que oui, on est bien sûr sur un touchpoint très très commenté par les clients, très fréquemment commenté par les clients, mais quand on est bon, ça a zéro impact, parce que finalement, on voit bien qu'on est sur une barre bleue qui est ridiculement petite, et quand on est mauvais, ça n'a pas un impact fou, ça n'engendre pas une frustration folle. Le bonhomme est à peu près à la ligne de flottaison. Donc on comprend que finalement, c'est quelque chose de très très commenté, mais qui a très peu d'impact en positif en négatif. Typiquement, c'est ce qu'on a vu avec beaucoup de clients retail, c'est typiquement le cas de l'attente en caisse dans plein de magasins, on va dire, ou supermarchés, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que finalement, réfléchissez, vous allez à la fin, en mardi après-midi, vous passez 1 minute 30 d'attente à la caisse, vous ne vous dites jamais, je veux dire, c'est que c'est pas ça, c'est pas parce que vous avez attendu 1 minute 30 à la caisse un mardi après-midi que vous vous dites que vous avez vécu une expérience folle. Je veux dire, c'est jamais, ce passage rapide en caisse, c'est différent quand c'est à Noël et que vous attendez 1 minute 30, ça c'est différent, mais la plupart du temps, quand vous passez comme ça dans l'opéra, le fait de ne pas attendre à la caisse n'est jamais un élément incroyable qui fait que vous vous dites j'ai vécu une expérience folle. Et puis, donc, la barre bleue qui est, c'est souvent mentionné, parce que ça arrive souvent en fin de parcours, parce que les clients, c'est facile à dire, etc. Mais c'est pas ça qui fait qu'à un moment, un client a bien vécu une expérience incroyable à la fin. Pareil, sur la barre rouge, vous allez à la FNAC un samedi après-midi, vous savez globalement, ou chez Ikea, ou chez d'autres, vous savez globalement que vous en prenez pour un quart d'heure à la caisse. Tant qu'on est dans le laps de ce quart d'heure-là, finalement, les clients, ça leur fait pas plaisir, mais ils trouvent ça normal, finalement, puisque c'est à ce à quoi ils s'attendent. Finalement, le fait d'attendre un quart d'heure n'est pas certes, ils en parlent souvent, mais c'est pas ça qui déclenche pour autant des niveaux de frustration incroyables, parce que finalement, on est dans une certaine forme de normalité. Il y a une forme de résignation chez les clients. Donc, du coup, ça, c'est des messages forts qu'on a fait passer à plein de clients retail, en leur disant, l'attente à la caisse, c'est pas votre vrai sujet. C'est pas votre vrai sujet, c'est pas là que ça se passe. Vous êtes tous préoccupés par ça, mais c'est finalement pas un tel écueil dans l'expérience client. Bien sûr que si le samedi vous passez de un quart d'heure à une demi-heure, là ça va poser des problèmes, mais tant que vous êtes dans le laps de 10 minutes à un quart d'heure, c'est pas un souci. Alors qu'il y a des attentes qui sont beaucoup plus problématiques autre part. À la FNAC, l'attente auprès du vendeur, qui est incroyablement compliquée. Chez des Leroy Merlin ou des Ikea ou plein d'autres, c'est l'attente au retrait marchandises qui est beaucoup plus complexe, qui est beaucoup plus difficile à gérer, qui est beaucoup plus longue, qui est beaucoup moins organisée, qui est beaucoup plus pénible. En plus, c'est client, enfin, bref, on essaie de leur montrer qu'il y a d'autres attentes qui sont beaucoup plus importantes que cette attente-là, et bref, on les détourne de ce chantier, et c'est pour ça qu'on parle de chantier. Deuxième cas de figure qu'on va pouvoir rencontrer, on est sur quelque chose de passionnant aussi, parce qu'on est sur, typiquement, la pépite. Pourquoi la pépite? Vous voyez, parce qu'on est dans un cas de figure où on a une barre bleue qui monte au ciel, avec une toute petite occurrence, 2%. Et là, quand on tombe sur ce cas de figure, la première question qui nous vient tout de suite en tête, c'est est-ce que ce machin-là est déployable? Est-ce que ce touchpoint qui est vécu très très bien par seulement 2% des clients, est-ce qu'on peut se débrouiller pour que ce truc-là arrive non plus 2% du temps, mais 20-30% du temps? Je vous donne un exemple. On a travaillé il y a 5 ans avec une entreprise qui fait des meubles, qui n'est pas suédoise, et qui livrait et montait ses meubles chez les clients. Donc c'est une de leurs prestations, c'est ce qu'ils appellent dans leur langage le livrer-monter. C'est-à-dire que le livreur vient chez vous, livre le meuble et monte le meuble chez vous. Et quand on fait ce parcours-là, on s'aperçoit que la plus grande barre bleue de ce parcours,
c'est un moment très 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 précis du parcours, c'est le moment où le livreur a fini de monter le meuble, se retournait vers le client ou la cliente à l'époque et lui posait une question plus simple qui était où sont vos poubelles? Le client était un peu surpris par cette question et disait mais pourquoi? Et le livreur qui avait bien préparé son coup était très fier de dire attendez parce que j'ai l'intention de rassembler tous les cartons, de les plier et de les descendre aux poubelles, toujours ça que vous n'aurez pas à faire. L'impact incroyable chez les clients. Plus grande barre du parcours, mais on s'aperçoit quand on fait cette étude que l'occurrence n'est que de 2,7%. C'était il y a 5 ans, et donc on ne comprend pas pourquoi l'occurrence est si faible, etc. En fait, on a la réponse quand on va présenter l'étude de quotidien de cette entreprise, ou quand on présente ça au CODIR, tout le monde démarre. En fait, personne au CODIR sait que certains de leurs livreurs proposent de plier des cartons et de descendre de poubelles de clients. Quand ils voient la barre bleue, quand ils voient les verbatim, quand ils comprennent que finalement c'est quelque chose qui va leur prendre, qui prend 2 à 3 minutes du temps du livreur, ce qui n'est pas grand-chose sur une livraison et un montage de meubles, vous voyez que 2-3 minutes de plus, c'est pas ça qui fait la différence. La décision est prise en une demi-heure autour de la table, ils se disent on va capitaliser là-dessus. Quand on voit l'impact que ça a sur les clients, on va faire en sorte de rendre ça systématique. On va former tous nos livreurs, on va tous les faire venir, on va tous leur expliquer que c'est important, et on va tous faire en sorte que tout le monde le fasse. Avec l'ambition de passer de 2,7% d'occurrence à plus de 70% d'occurrence en un an, en 12 mois. Et ils vont y arriver. C'est-à-dire qu'ils vont faire venir tous leurs livreurs, ils vont présenter les 10 champions qui faisaient déjà ça, qui expliquent aux autres, à leur père, comment ils font, etc. Et puis, entre-temps, ils nous avaient demandé entre-autres, pour la petite histoire, ils nous avaient demandé de travailler sur les postures, parce que les livreurs ne sont pas toujours des gens qui, forcément, sont très à l'aise des clients. Donc, ils avaient demandé de travailler sur les postures, les éléments de dialogue, les éléments de discours que devaient avoir les livreurs autour de ça. Donc, on s'était mis autour d'une table, je me souviens, un matin, avec 2 designers. Les 2 designers, en une matinée, c'était craqué les éléments de langage. Puis surtout, il y avait un des 2 designers, les designers sont des gens formidables, qui était venu avec une idée toute simple, qui m'avait dit mais c'est pas juste où sont les poubelles qu'on va faire, on va tous les équiper d'un petit aspirateur de poche. Non seulement ils vont demander où sont les poubelles, mais derrière, une fois qu'ils ont fait ça, ils sortiront leur petit aspirateur de poche, et là où ils ont travaillé, ils passeront leur aspirateur, comme ça, pour bien montrer, en étant sûr d'être regardé par le client, sinon l'impact est perdu, pour bien montrer à quel point ils sont respectueux de l'intérieur des clients. Et c'est comme ça que cette entreprise, a fait de ce moment-là, un moment qui était vraiment, vous voyez, très peu mentionné, 2,7%. Vous voyez, c'est pour ça que je vous parle de la finesse d'identification des touchpoints qui est clé, qui est très très importante, parce qu'ils ont fait de ce moment-là un moment de signature de leur prestation de service. Un moment de signature de leur expérience client. C'est-à-dire qu'ils ont misé sur ce moment-là, quand ils ont vu l'impact, et ils se sont dit, voilà, c'est ça qu'on va faire, c'est ça qui va nous distinguer des autres. Et puis, ça a tellement bien marché qu'au bout de 2 ans, ils ont commencé à être copiés par d'autres. Donc, ils sont revenus vers nous en nous disant, la concurrence commence à faire, etc. Et puis, c'est là qu'on est arrivé avec une autre idée, qu'on avait vue parce qu'on a des benchmarks sur l'expérience client dans le monde entier. Et on avait vu l'expérience d'un cuisiniste à New York qui exigeait de ses collaborateurs, quand ils rentraient chez les clients, qu'ils mettent des pochons plastiques autour de leurs chaussures pour montrer à quel point ils étaient respectueux, puis surtout pas salir à l'intérieur des clients. Et donc, du coup, on est venu avec l'idée des pochons plastiques. Et vous comprenez, ça va sur le même insight, et ça permettait d'aller un peu plus loin sur le même insight sur l'idée de nous sommes extraordinairement respectueux de l'intérieur du client. On est presque plus respectueux que si vous-même, c'était vous qui faisiez les travaux chez vous. Donc, voilà comment on emmène une entreprise avec un tout petit moment, on répète comme ça, comment est-ce qu'on transforme ce tout petit moment en un moment signature, un moment emblématique de leur expérience, qui est différenciant. Voilà comment on va travailler là-dessus. Je termine avec 2 autres exemples, parce qu'il nous reste plus que 7 minutes. Voilà comment aussi on va comprendre où sont les chantiers prioritaires, les vrais chantiers. Vous voyez ici, on est sur une occurrence énorme, 48,9%, très comparable aux 57,4% dont on avait parlé tout à l'heure, mais ici on a une amplitude de barre qu'on n'avait absolument pas sur le 57,4%. Donc, l'amplitude de barre, vous voyez que ici, sur le 48,9%, on comprend que c'est là qu'il faut travailler, bien évidemment, parce que l'occurrence est là, ça arrive à quasiment un client sur 2. Parce que vous en avez dans le rouge, ce qui veut dire qu'on n'est pas bon en moyenne à livrer sur l'entreprise n'est pas bonne à livrer en moyenne sur ce touchpoint. Donc il y a un vrai souci. Or, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que les rares fois on est bon, on est très 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 bon. Et quand on est très bon, finalement c'est là où on provoque le plus fort enchantement de tout le parcours ici. Donc c'est forcément là-dessus qu'on va mettre le poids du corps, parce que l'occurrence est là, parce que le bonhomme est là, et surtout parce que le bonhomme est en rouge, c'est qu'il y a une urgence, et surtout parce qu'on a un potentiel de progression qui est vertigineux. Et le potentiel de progression, c'est la distance qu'il y a entre là où est mon bonhomme, c'est-à-dire ma performance à date aujourd'hui, et le haut de ma barre bleue, qui est le plein potentiel que je peux espérer si je livrais 100% du temps sur ce touchpoint. Et c'est parce qu'il y a ce potentiel que je comprends que c'est là qu'il faut que je travaille.
parce que là, le gain est énorme. Et je vais travailler en année 1 avec l'idée de faire passer mon bonhomme de la zone rouge et de l'amener dans la zone bleue, et les années d'après, en continuant mon effort, en faisant en sorte que le bonhomme grimpe petit à petit dans la barre bleue, en systématisant la baisse. Et c'est comme ça que je vais travailler, c'est comme ça que je vais faire une différence évidemment colossale sur mes chiffres de NPS et sur la perception de l'expérience client que je propose de mes clients. Et puis, dernier cas de figure, et je terminerai là-dessus, voilà aussi comment on repère les signaux faibles. Et là aussi, on est dans quelque chose de très fin, etc. Vous voyez, on a une grande barre rouge qui est exprimée par 1% des clients. Et pourtant, c'est intéressant, parce qu'on est sur une barre rouge qui est assez profonde, et en fait, c'est comme ça souvent qu'on fait émerger les attentes émergentes des clients, les signaux faibles en l'occurrence, mais signaux forts en intensité. Et c'est comme ça qu'on comprend où sont souvent les attentes émergentes nouvelles des clients. C'est comme ça qu'il y a 10 ans, on travaillait pour Auchan, donc je peux en parler, il y a largement prescription maintenant. On travaillait pour Auchan, et il y a 10 ans, c'est comme ça que sur l'étude qu'on fait pour eux, on analyse 5000 verbatims, on est capable de leur dire, dès la vague 1, qu'il y a un sujet qui est tout à fait intéressant, qui est exprimé par 5 personnes sur 5000. 5 sur 5000, 0,1%. Et pourtant, grâce à cette intensité de discours, on est capable de dire, là, il se passe quelque chose. Et qu'est-ce qui se passait? En fait, le sujet, c'était produit halal. C'était exprimé par 5 personnes sur 5000, 0,1%, mais c'était la plus grande barre rouge de l'étude. Et pourquoi c'est une grande barre rouge? Parce qu'il y avait quelque chose de communautariste derrière ça. C'est-à-dire que le discours, c'était, il n'y a pas de produit halal chez Auchan. Sous-entendu, ce que voulait dire ces 5 personnes, c'était ça en dit long sur la place que Auchan accorde à la communauté musulmane en France. Donc on leur dit tout de suite, et la première réaction des gens d'Auchan à l'époque, c'est de dire on s'en fiche. On s'en fiche, 0,1%, ça compte pas, etc. Ils n'ont pas tort, ils ont raison sur le coup. 6 mois après, on revient pour la vague 2, et 6 mois après, c'est plus 0,1% des personnes qui en parlent, c'est 1%. C'est-à-dire qu'en 6 mois, on est passé de 5 personnes à 50. Et ça change tout. Et là, je sais, quand ils voient ça, ils ne me disent trop rien, mais ils commencent à sourcer les fournisseurs de produits halal locaux. Et 6 mois après, quand je reviens pour la vague 3, le discours, en fait, je n'ai même pas déballé mon ordinateur, que quand je leur restitue cette vague 3, ils n'ont qu'un truc en tête, c'est où est-ce qu'on en est sur les produits halal. Et en fait, on est passé maintenant à 200 personnes, c'est-à-dire que maintenant, on est à 4-5% de personnes qui parlent de ce sujet-là. Voilà comment, en quelques temps, finalement en 3 vagues et en 1 an de distance, on passe d'un sujet très peu cité à un sujet qui est en train d'exploser. Et c'est comme ça qu'on voit cette explosion. L'explosion, en fait, l'intensité des débats nous renseigne sur le potentiel d'explosion des sujets. Et c'est comme ça qu'on va leur permettre d'avoir un temps d'avance. Et en fait, c'est ça qui a permis à Auchan d'avoir un temps d'avance. Ils ont été les premiers en France à avoir des rayons halal dignes de ce nom, là où il y avait la clientèle pour, bien sûr. Et encore aujourd'hui, allez voir dans certains Auchan à quel point les rayons halal sont incroyablement fournis, etc. Voilà, c'est formidable. Voilà ce que, rapidement brossé, la façon dont on travaille. Vous comprenez que l'idée, c'est vraiment une mise à plat très claire de tout ça, de cette module très complète, très précise. Et plus c'est précis, plus ça a des vertus. Et puis derrière, voilà comment est-ce qu'on va finalement prioriser les sujets, avec parfois un mélange de chantiers un petit peu lourd. Vous voyez typiquement le chantier du 48-2009, et qu'on va accompagner de sujets plus faciles à mettre en œuvre, plus rapides à mettre en œuvre, comme par exemple les signaux faibles sur lesquels on va se rebondir pour proposer des nouveaux services ou des nouvelles offres, etc., ou des best practices qu'on peut déployer, comme je vous ai montré, etc. Voilà. Alors, Marie-Caroline pose une question en disant juste une précision, un client est-ce égal à un verbatim? Oui, souvent, mais on peut avoir, ça dépend du questionnement. Si le questionnement c'est la note, les raisons de la note, oui. Parfois, il y a dans certaines industries, on pose la question de qu'est-ce que vous avez aimé et qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, notamment par exemple dans le monde du transport, où c'est très difficile de faire émerger un discours positif. Et ben, souvent, il y a 2 questions, donc dans ces cas-là, on va avoir un client et 2 questions. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je pense qu'on a essayé d'y répondre, Anne a essayé d'y répondre tout au long du webinaire. J'espère que ça vous a paru clair. Je crois qu'il y a une enquête qui va vous être poussée, si vous avez la gentillesse de répondre et de nous faire un retour très honnête. Je veux dire, si ça vous a plu, si ça ne vous a pas plu, c'est forcément assez intéressant pour nous. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. J'essaye de voir s'il y a juste une dernière question, mais je ne vois rien venir. Voilà, Myriam de WebMétéo vous précise que vous pourriez retrouver ça. La version enregistrée, puisque ce webinaire a été enregistré. Voilà, je vous propose d'arrêter là si vous n'avez pas d'autres questions.
Et en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence. Et puis si vous avez un gentil de nous faire des retours sur la méthode, la présentation, enfin, ce que vous voulez, enfin, bref, ce qui vous inspire, très volontiers, ça nous sera forcément très utile. Voilà. Merci, au revoir.